sortent de leur chambre. Vous vous déshabillez pourquoi chez vous? Dites-moi voir un peu. Qu'est-ce qui fait que vous allez enlever vos vêtements? Soit on a chaud, soit on a chaud, on va se coucher, on a chaud, on va prendre un bain, ça nous gratte, on a plein de raisons, mais si le facteur sonne, vous vous rhabillez. Enfin, peut-être pas tous, mais enfin, on se rhabille. Les personnes désorientées, elles ne vont pas se rhabiller, et si vous sortez, vous vous rhabillez. Elles ne se rhabillent pas, mais elles se sont déshabillées pour les mêmes raisons que vous. Et elles n'anticipent plus. Et c'est dans les zones préfrontales, donc elle ne peut plus anticiper. On lui dit, mais il faut mettre de l'eau avant de mettre les os dans la casserole. Ah bon? Ah ben, j'anticipe pas puisque je ne peux plus. Et la quatrième chose qui est dans ces zones-là, c'est l'empathie. Alors, l'empathie, c'est je comprends l'autre, je veux son bien, je veux faire quelque chose pour l'autre. C'est une très belle chose. Nous sommes programmés pour l'empathie par des neurones miroirs. Alors le neurone miroir, quand je fais ça, dans votre tête, toutes les zones du mouvement ont été activées. Pendant que je parle, vos zones du langage sont activées. Et si vous me voyez sourire, vous interprétez que je suis contente. Bravo, vous interprétez 60 muscles du visage. Donc l'empathie va naître à partir de ces neurones miroirs qui font que, dès le bébé, si on sourit devant un bébé, il sourit. Dans une crèche, quand il y en a un qui braille, ils braillent tous. C'est le charme des crèches. Ils pleurent tous par empathie, par neurone miroir. Quand vous regardez un film triste, vous pleurez. C'est du cinéma, mais on pleure. Hein, on a vu le DiCaprio et on pleure beaucoup très fort. Ça, c'est les neurones miroirs qui vont se développer parce que l'enfant a des contacts avec les autres. Donc à partir de 18 mois, ils vont beaucoup se développer. À 2 ans, énormément. Et à partir de 2 ans, l'enfant commence à comprendre ce que ressent l'autre. Vous voyez, avant, c'est par mimétisme. Et ces neurones miroirs nous permettent d'avoir de l'empathie. Et quand on a de l'empathie, on ne dit pas ce qui fâche. Vous voyez, je ne vais pas dire des choses désagréables pour ne pas faire de la peine à l'autre. Cette partie du cerveau s'abîme en premier. Les neurones meurent, donc il n'y en a plus. Et comme on n'en fabrique plus là-dedans, la personne, pour ça, devient très grossière. Et on l'entend souvent en EHPAD, gros cul, grosse conne, salope. Et c'est énormément choquant et ça nous fait beaucoup de peine. Donc quand on est parent ou proche de quelqu'un, c'est important de dire aux professionnels combien son parent était délicat, mais ils le savent. Parce que ce n'est pas de leur faute, ça sort comme ça. On a tous appris à dire des mots grossiers, mais on ne les dit pas. Mais quand le cerveau est abîmé, ils sortent. Tchac! Je pense à un monsieur extrêmement délicat, gentil et tout. La jeune aide-soignante entre, il était en train de faire quelque chose, il dit « t'es bandante ». Elle dit « j'aurais pas fait le stage ». Je lui dis « mais enfin monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire ?» Ben rien, il n'a pas de mémoire. Il n'a pas de mémoire, donc il ne faut pas en tenir compte. Et si en entrant dans une chambre, l'autre me dit « grosse cochonne », bon ben, il l'a pensé. Ça c'est embêtant, mais il a pensé que j'étais une grosse cochonne, mais il l'a dit, mais j'en fais pas cas. Et ce cerveau s'abîme. Donc dans la maladie, alors dans Parkinson, c'est ce qu'on appelle la myéline qui entoure les axones, qui entoure tout ça, qui s'abîme. Donc dans Parkinson, on donne, le diagnostic est fiable. On donne de la dopamine. Parkinson, c'est un manque de dopamine. Donc on donne des cachets de dopamine, au début, plusieurs fois par jour, puis quand ça s'aggrave, c'est quasiment toutes les heures. Les gens doivent prendre de la dopamine. Alors ce qu'il faut savoir quand on est avec un parkinsonien, c'est qu'il ne peut pas faire 2 choses à la fois. Vous vous promenez avec un parkinsonien et vous lui parlez. Ou il continue à marcher, il ne vous a pas entendu. Ou il vous écoute, il se laisse tomber. Il ne peut pas faire 2 choses. Donc, on donne à manger, on s'arrête, on parle, on redonne à manger. C'est important de savoir. Voilà. Mais le diagnostic est fiable. Il y a un autre diagnostic de maladie neurodégénérative, c'est les corps de Lévy. L-E-V-Y. C'est une petite glande dans le cerveau qui a pour but de bloquer les mouvements pendant le rêve. Quand vous dormez, vous bougez. Mais quand vous rêvez, il n'y a que vos yeux qui bougent. Vous ne bougez plus. Et quand cette petite glande s'abîme, et ça on le voit à l'IRM, les personnes
ben, je dirais qu'ils délirent de temps en temps. Ils vont bien pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, puis ils se lèvent un beau matin, complètement délirants. Ça dure en général un jour ou deux. Ça ne dure pas longtemps au début. Et puis le lendemain, ils vont très bien. Et puis 6 mois après, pouf, ils se lèvent un matin, ils veulent faire je ne sais plus quoi, ils veulent partir là, ils prennent l'avion, ils ont envie de prendre l'avion. Ils délirent pendant un jour ou deux, puis après ça va bien. Le problème, c'est que quand ça s'aggrave, ben, les périodes de délire sont plus rapprochées. Là, on calme, ça s'arrange, on donne des calmants, on essaie d'apaiser, mais le diagnostic est fiable. Alors, Alzheimer, le diagnostic n'est pas fiable, puisqu'il faudrait faire l'autopsie. Alors, il y a des plaques séniles, effectivement, quand on fait les schémas. Des plaques séniles, c'est-à-dire les neurones sont morts, il n'y a plus de neurones, c'est remplacé ce qu'on appelle des plaques. Donc, le diagnostic Alzheimer n'est pas fiable du tout. Il y a un questionnaire stupide, pour moi. Hein. Par exemple, on vous dit quel est le jour du mois, quel est le jour de la semaine. Quand on est en vacances, on ne sait pas si on est lundi, mardi, 12 août, 13 août, et on commence par poser des questions qui fâchent. Donc, forcément, les gens paniquent. Il faut vraiment changer ça. On leur demande de compter à partir de 100 en enlevant 7. Mais 100 moins 7, à moins d'avoir été comptable, tout le monde se trompe. On demande de faire une phrase, de répéter pas de si, de mais, ni de et. Elle n'a pas de sens, cette phrase. Donc, vous voyez, le test permet de dire il y a probablement la maladie d'Alzheimer, mais il n'est pas bon. Mais bon, il permet d'avoir des aides, il permet tout ça. On n'a pas besoin de test pour savoir qu'une personne qui pense qu'on est encore sous Giscard d'Estaing et qui ne sait plus que ça s'appelle une bouteille, on dit là c'est abîmé, quoi, c'est tout. Donc Alzheimer, bon, ça évolue, on fait des recherches, vraiment ça évolue. Ce qu'il faut, c'est arriver à fabriquer des nouveaux neurones ailleurs que dans l'hippocampe, où il se fabrique tout seul, sachant que l'hippocampe s'abîme en premier, donc ne fabrique plus de neurones. C'est ça le problème aussi, sous la maladie d'Alzheimer. Alors, on a découvert récemment aussi ce qu'on appelle une réserve cognitive. Cognitive, c'est la connaissance, donc la mémoire, l'apprentissage. Et on a découvert que les gens qui sont restés curieux, qui ont eu des contacts avec les autres, qui ont continué à échanger, à apprendre des choses, se sont fabriqués ce qu'on appelle une réserve. C'est-à-dire que si leur cerveau s'abîme, c'est pas grave, ils puisent dans la réserve, c'est qu'il y a plein de contacts dans les neurones et ils n'ont aucun trouble de comportement. Et ça, c'est important à savoir quand on est jeune, on va dire quand on est jeune, c'est qu'on a intérêt à se fabriquer cette réserve. Ça veut dire que beaucoup de gens, quand on fait l'autopsie du cerveau, avaient des plaques séniles, mais aucun trouble de comportement. Et ça, c'est important à savoir. On peut préparer. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir des contacts avec les gens, échanger avec les gens, continuer à apprendre, à être curieux. On met une réserve qui nous servira si un jour le cerveau s'abîme. Disons, si à 120 ans, ça s'abîme un peu, ben, il y aura la réserve. Ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est très important à savoir qu'on peut anticiper et bien vieillir. Voilà. Donc ça, c'est les maladies neurodégénératives. C'est Parkinson, Alzheimer, corps de Lévy. Voilà. Et Alzheimer, à contrario, il y a des personnes qui ont des troubles Alzheimer et qui n'ont pas le cerveau abîmé. Et là, on parle de désorientation psychologique. C'est psychologiquement qu'ils sont désorientés. Leur cerveau est intact, sauf qu'il y a autre chose. Donc ça, je dirais, c'est la deuxième partie de mon intervention, le vieillissement psychologique, pour bien comprendre qu'on peut l'éviter aussi, celui-là. Donc le but, c'est quand même d'arriver, comme on dit, de mourir en bonne santé, quoi. C'est en général ce qu'on nous dit. Mais de préserver la santé de son cerveau et de lutter contre ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on va être comme ça. Mais au nom de quoi? Vous savez, on appelle Alzheimer, vous perdez votre stylo, il y en a toujours un pour dire Alzheimer. Oh, puis on commence à avoir la trouille. À 30 ans, on perd quelque chose, on dit oh, je l'ai perdu. Mais à partir de 60, on dit oh là là, attention, je ne sais plus où j'ai mis, mon ordinateur, je ne sais plus où j'ai mis ça. Et on commence à paniquer parce qu'on nous fait paniquer.
Et le problème des croyances, c'est que si je commence à me mettre dans la tête que je perds la mémoire, je vais faire attention à tous mes oublis de mémoire. Et je vais finir par la perdre parce que je le crois. C'est important, les croyances, vous voyez. Une croyance, c'est un truc qu'on se met dans la tête. Si, par exemple, je trouve que, souvent dans l'environnement, on a quelqu'un qui est le sale coucheur, le râleur. Alors, la râleuse, elle a l'étiquette râleuse. Quand on lui a collé l'étiquette râleuse, notre cerveau, sans qu'on s'en rende compte, voit bien les comportements de râleur, mais il ne voit pas les autres. Et le jour où elle ne râle pas, on dit « Mais qu'est-ce que t'es malade ?» Je dis rien. Et on la fait râler. On dit « Vous voyez que j'ai raison. » C'est une râleuse. Donc, méfions-nous de la croyance qui veut qu'on perde de la mémoire. C'est pas vrai. Pensez les gamins, à la fin de l'année, ils ont oublié les 3/4 de ce qu'ils ont appris. Et puis bien souvent on oublie, on ne sait plus, on dit « Ah ben oui c'est vrai, il fallait que je ramène le pain, j'ai oublié, c'est pas grave. » Mais à 60-65 ans, on commence à dire « J'ai oublié le pain, puis hier j'avais oublié la brosse à dents, et puis... » Non, ça suffit, arrêtons. Si par malheur, parce que c'est pas héréditaire, hein, il faut arrêter aussi de nous dire on est en train de chercher l'hérédité, tout ça. Non. En revanche, on sait maintenant que si on a des contacts, si on a de la joie, si on apprend, eh bien on a quand même de grandes chances de bien vieillir. Voilà, ça sera ma conclusion. Vieillissons bien. Et puis je vous propose une petite pause, mais peut-être des questions avant. On fera les questions après. après. Oui, parce qu'après je vais vous parler du vieillissement psychologique. Ça va comme ça? Oui, on fait une petite pause, on boit un coup. Petite pause d'un quart d'heure. Un petit quart d'heure. Il y a les livres aussi.